Acte 4, partie 1, section 7. De l'erreur. Sur le grand chemin qui mène la raison à la vérité, l'erreur en est l'un des obstacles les plus difficiles. Comme chaque problème théorique implique un problème pratique, il s'ensuit qu'une erreur implique toujours un problème pratique, une action inadéquate ou, de quelque façon que ce soit, un mal. Pire encore, ce mal ne se réduit pas au sujet lui-même, mais se porte sur tout ce sur quoi il porte son action. Autrui devient dès lors comme le champ d'expérimentation des erreurs d'un autre, et ce sont davantage les autres qui pâtissent des erreurs du sujet que le sujet lui-même. L'erreur peut engendrer beaucoup de maux, mais le plus grand d'entre tous est certainement le dégoût. À force d'erreur, le sujet est comme désabusé de la vérité. Il ne la croit plus possible, du moins plus pour lui. Il perd confiance en la vérité, en ses moyens de preuve, en ses démonstrations, en sa méthode, en un mot, en sa possibilité. Il ne peut plus croire les preuves, les études scientifiques, les discours médicaux, les statistiques, les études en tout genre, et ses propres convictions n'étant plus fondées, il n'est même plus raisonnable de croire en lui-même. Tant et si bien qu'il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus que des croyances qui coexistent difficilement. Cette vérité, il faut bien qu'il y en ait une, puisque ses idées sont démenties. Mais cette vérité, il reste incapable de la discerner de ce flot d'erreurs qui compose le monde dans lequel il vit. Au final, il finit par conclure que la seule vérité qui existe est qu'il n'en existe aucune. À défaut de pouvoir être supprimée par nos soins, nous pouvons du moins prendre conscience des infirmités que l'erreur nous cause et des vices qu'elle implique, afin d'en avoir un rapport plus sain. Proposition 1. Sans la possibilité de l'erreur, il ne peut y avoir de vérité. En tant que la vérité n'est pas performative, l'idée qui cherche à comprendre l'existence se conforme nécessairement à cette dernière et sent bien ce quelque chose en elle qui lui résiste. Si rien ne lui résiste, si l'idée ne se confronte à rien, si ce n'est à sa propre cohérence interne, il n'y a plus véritablement de possibilité de l'erreur. Une idée qui serait constituée de telle manière qu'elle n'ait plus à se confronter à la résistance du réel pour trouver sa vérité ne pourrait être vraie en aucune façon. Par exemple, une croyance se réfère toujours à elle-même pour se démontrer. En cela, elle est nécessairement vraie. C'est en cela que nous la disons nécessairement fausse. Car s'il fallait ne se référer qu'à son idée pour démontrer la vérité de celle-ci, tout pourrait être vrai. Or, il faut nécessairement que l'idée se réfère à autre chose qu'elle-même pour pouvoir statuer de sa vérité. Cette chose, c'est l'existence. Une idée qui serait faite de telle manière qu'elle n'ait plus besoin de se référer à autre chose qu'elle-même pour statuer de sa vérité ne pourrait être vraie. En clair, un système où il serait strictement impossible de se tromper serait nécessairement faux. Et s'il est strictement impossible pour un sujet de se tromper, c'est qu'il fait erreur. Car il ne peut pas se tromper en tant qu'il est dans le vrai, mais en tant qu'il a constitué son idée de telle manière à évacuer la possibilité de l'erreur. De la même façon, une idée qui serait indubitable, en ce sens que l'on ne pourrait strictement pas en douter, doit immédiatement amener au scepticisme. Nous souhaitons ici être bien compris. Nous ne disons pas qu'une certitude est nécessairement fausse du fait que nous n'en ayons aucun doute. Nous disons que, de la même façon que l'on peut toujours tout imaginer, on peut toujours douter de tout. Cependant, douter n'implique pas nécessairement la négation. Cela veut simplement dire que l'on peut en douter. Si une idée est constituée de telle manière qu'elle est strictement indubitable, en ce sens que la possibilité du doute est impossible, c'est qu'il y a là un problème majeur qui doit immédiatement conduire le sujet à s'en éloigner. Car de la même façon que l'idée ne peut être vraie si elle ne se confronte plus à la résistance du réel, de même, une idée ne peut être vraie si elle n'a en elle aucun moyen de se confronter au doute. En clair, le doute a un intérêt épistémologique certain. Cela veut dire qu'il est nécessaire à la recherche de la vérité. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ériger en système comme l'ont fait les sceptiques. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Un système dénué de doute conduit inévitablement à l'erreur. Le doute permet la recherche de contre-exemples. Il permet de tester les idées d'un sujet pour en renforcer la certitude. Cela n'est en rien incompatible avec la connaissance, car, nous l'avons dit, douter n'est pas nécessairement nier. Et si on peut douter d'une vérité, si elle est bien une vérité, on ne saura parvenir à la nier. Remarque. Si l'objet de l'idée n'est rien d'autre que l'idée, alors un sujet peut se représenter n'importe quoi du monde en restant vrai. Puisque l'idée ne se rapporte qu'à elle, peu importe ce qu'elle se représente, elle sera vraie. Nous avons déjà montré que cela était faux, mais il faut bien se figurer combien est terrible cet obstacle. Par exemple, si on ne peut se représenter une orange comme un carré bleu, puisque l'expérience du monde contraint à la considérer comme une sphère orange, ici encore, cette conception de l'orange reste une idée. C'est cette difficulté que nous voulons présenter. Peu importe ce que le sujet peut se représenter, il ne le peut que sous la forme d'une idée. Ainsi, réfléchir à l'objet d'une idée, c'est en fait réfléchir à l'idée qu'il se fait de l'objet. Et c'est aussi pour cela que nous disons que l'idée est toujours à elle-même son propre objet. L'idée n'a pas de référent à proprement dit. L'idée est toujours à elle-même son propre objet, son propre référent. Et c'est pourquoi elle a toutes les peines du monde à statuer de la vérité de ses propositions.
Elle s'échine à faire des propositions sur le réel et expérimente ces propositions. Mais comme l'expérience d'une abstraction n'est pas la même qu'une expérience d'un phénomène sensible, il est très difficile pour le sujet de savoir la vérité ou la fausseté de ses idées. Cependant, cette prétention à la vérité ne doit pas être abandonnée. C'est précisément quand l'idée cesse d'émettre des propositions sur le monde que l'idée cesse d'être porteuse de vérité. Elle se considère comme l'objet même de la vérité, et élabore mille et mille objets qu'elle considère comme des vérités. Comme elle ne se réfère plus qu'à elle-même, tout ce qu'elle peut formuler devient vérité. Mais tout ce qu'elle produit n'est plus rien d'autre que des élucubrations chimériques produites de sa seule imagination. 2. L'erreur se manifestera toujours au sujet qui l'ignore. Nous avons dit que le sujet doit pouvoir rapporter son idée au réel pour pouvoir statuer de sa vérité. Mais au final, le réel auquel il rapporte son idée est toujours le réel tel qu'il en a l'idée. Ainsi donc, si le sujet ne voit du réel que ce dont il a l'idée, comment peut-il savoir qu'il se trompe ? Tout simplement car le réel perce. Il est faux de croire que, puisqu'un sujet ne connaît du réel que sa représentation, il n'a jamais de quoi rapporter sa représentation à autre chose qu'à elle-même afin de statuer de sa vérité. Autrement dit, peu importe l'idée du réel que peut avoir un sujet, si elle est inadéquate, elle ne pourra tout expliquer. Elle aura des manques, des problèmes, elle se confrontera à des phénomènes qui la contrediront, et elle accumulera tant de problèmes que, au bout d'un moment, elle ne tiendra plus que par une mauvaise foi des plus malhonnêtes. C'est donc faux de dire que l'idée ne se confronte jamais qu'à sa propre représentation et qu'ainsi, aucune idée ne peut être rapportée au réel. Car le réel perce toujours au travers de l'idée, et si l'idée est fausse ou inadéquate, elle se brisera contre le réel, tôt ou tard. Il suit de cela que, ultimement, la vérité aura le dernier mot. Un sujet ne peut s'enfermer en soi en ne voyant du réel que ce qu'en donne son idée, et, aussi loin que l'on puisse chercher à l'enterrer, la vérité rejaillira toujours. Car la vérité perce, elle est l'existence même, elle est tout ce qui est, elle est au-dessus de tout discours, de toute idée, elle est ce qui les permet et les précède. 3. Le sujet a nécessairement de l'existence une idée inadéquate. En tant qu'il n'y a d'idée que par un sujet, que l'idée est un fragment de l'existence que le sujet se représente d'une certaine manière, et que le sujet est une partie finie, voire partie 2, section 5, du sujet, le sujet perçoit un fragment fini de l'existence. En cela, son idée est nécessairement incomplète. Elle est amputée du reste par lequel elle serait adéquate. 4. Le sujet a nécessairement de l'existence, premièrement, des idées inadéquates. En tant que la connaissance n'est pas immédiate, que le sujet produit des concepts à partir de ses intuitions, et que l'esprit ne peut d'abord penser que par des préjugés, les premières idées que se fait un sujet sont nécessairement inadéquates. Elles sont ce que nous nommons des préjugés. Il est à noter qu'un préjugé n'est pas nécessairement faux, il peut contenir en lui une part de vérité. Il s'agit simplement de dire qu'il est toujours inadéquat. Il témoigne d'une connaissance imparfaite, et il lui manque de quoi faire de lui une idée parfaitement adéquate. Et comme, en outre, un sujet ne peut comprendre l'existence qu'en distinguant en plusieurs parties ce qui est ultimement un, il suit de cela que la discrimination ontologique, quoique nécessaire à la recherche de la vérité, est une cause majeure d'erreur. Citation. L'intelligence humaine ne saurait comprendre a priori la perpétuité absolue dans le mouvement des corps. Elle n'en conçoit les lois que lorsqu'elle peut en décomposer les unités et les étudier séparément. Mais en même temps, ce partage arbitraire en unités précises est la cause de la plupart de nos erreurs. Tolstoï, Guerre et paix. 3e partie, chapitre 2, scène 1. En un mot, la nécessité du préjugé est celle de l'idée inadéquate. 5. Sans idée inadéquate, il ne peut y avoir de connaissance de la vérité. En tant que la connaissance n'est pas immédiate et que le sujet a premièrement de l'existence des idées inadéquates, il est clair que si le sujet ne passe pas d'abord par des idées inadéquates, il ne pourra jamais connaître la vérité. D'une manière très imagée, la première chose que dit un nouveau-né n'est pas « je pense donc je suis », mais sa croissance passe par un flot de pensées confuses qui, petit à petit, prend des formes plus claires et lui permet de découvrir des vérités. De même, l'accession à la vérité nécessite une longue réflexion à partir d'idées qui ne sont pas adéquates. Les raisonnements qui en sont le produit ne peuvent donc être inadéquats, mais ces raisonnements inadéquats sont les matériaux premiers qui serviront de fondement à partir duquel le sujet pourra espérer progresser dans la connaissance. D'ailleurs, c'est pour cela que l'on n'élève jamais des enfants selon la vérité et la vertu, mais toujours par le mensonge et la contrainte, pour la simple raison qu'ils ne sont pas encore en état de les comprendre et que, en quelque sorte, c'est gâter leur esprit que de les leur enseigner tout de suite. Pour cela, il faut attendre qu'ils soient suffisamment matures pour les comprendre, et ils ne le sont que lorsqu'ils ont achevé la maturation de leurs idées inadéquates, en tant que celles-ci sont conscientes pour eux.
Si l'on va plus loin, c'est parce que les connaissances évoluent et que le passé devient plus clair au fur et à mesure qu'il s'éloigne, que le sujet comprend des événements passés comme étant des formes archaïques d'éléments modernes, c'est-à-dire qu'il comprend comment des idées inadéquates cherchaient à exprimer du mieux qu'elles le pouvaient des idées plus adéquates, telles qu'il peut en trouver dans la modernité. Par exemple, le mot de peste ne désignait dans l'Antiquité qu'une maladie contagieuse très prolifique. Il n'avait en rien le sens et les caractéristiques précises qu'on lui assigna ensuite au Moyen-Âge. Le mot de peste était alors une idée inadéquate nécessaire à l'expression première d'un phénomène que l'on ignorait. On sait aujourd'hui que la peste antonine du IIe siècle n'avait en rien les caractéristiques propres à ce que nous définirons plus tard sous le mot de peste, mais qu'elle s'apparentait davantage à une épidémie de variole. Autrement dit, il faut s'opposer à cette idée que l'on se refuserait à émettre une idée sur un objet tant qu'on n'en aurait pas une connaissance complète, car si l'on attend d'avoir la connaissance adéquate d'un objet afin que d'en exprimer des idées, jamais on n'aura la connaissance adéquate de quoi que ce soit. Pour bien illustrer cette idée, nous reprenons le fameux exemple de Spinoza. Un individu qui se refuserait à exprimer des idées sur un objet tant qu'il n'en a pas l'idée adéquate serait comme un artisan qui, se refusant à forger un outil qui ne soit parfait, choisirait de n'en forger aucun tant qu'il n'en aura pas les outils parfaits pour le faire. Mais comme pour forger le fer, il faut des outils, et que pour avoir des outils, il faut forger le fer, il faudrait en conclure que jamais les hommes n'ont eu ni outils, ni fer forgé. Cette idée est bien évidemment fausse. De même que le spectateur s'imagine être seul sur une terre vierge avec pour seul matériau ce qu'offre cette terre. Il lui serait impossible de faire immédiatement des objets techniques comme des ampoules électriques, des bateaux à moteur ou d'autres choses de ce genre. Pourtant, comment croit-il que ce genre d'objet est apparu? Sont-ils tombés du ciel? Nullement. Ils ont été créés par l'ingéniosité humaine, par des innovations, des raffineries de ce qui existait déjà, et, en un mot, par le perfectionnement de techniques qui étaient, premièrement, très primitives. En clair, un sujet commence toujours son travail par des outils archaïques très grossiers, et c'est en perfectionnant ceux-ci que l'on peut créer des outils plus raffinés. Il en est de même pour l'idée. Un sujet ne commence à penser que par des idées très inadéquates. Elles sont ce qui lui permet de commencer à penser. Ce n'est que par un long processus de travail et de perfectionnement qu'il peut passer à des idées plus adéquates. Mais ces idées ne tombent pas du ciel, si l'on peut dire. Elles sont le résultat d'un perfectionnement d'idées inadéquates. En un mot, il faut juger d'abord pour savoir ensuite. Et il faut toujours juger avant que de savoir, car si l'on attend de savoir avant que de juger, on ne saura jamais rien. 6. Une idée inadéquate cause un acte inadéquat. En tant que la théorie détermine la pratique, il est clair qu'une idée inadéquate produira nécessairement un acte inadéquat. Cet acte, c'est l'erreur. En outre, en tant que tout ce qui est s'inscrit dans l'existence et que l'existence est effective, il n'existe rien dans l'existence qui peut se tenir en retrait de celle-ci et qui serait comme ineffectif ou absolument au repos. Un sujet doit donc nécessairement agir. S'il n'agit pas de lui-même, il sera agi par le reste. Mais comme le sujet a nécessairement de l'existence une idée inadéquate et que cette idée le conduit toujours à faire un acte inadéquat, il s'ensuit que le sujet se trompe beaucoup dans tout ce qu'il fait. Il suit de cela que si un sujet n'a pas l'idée adéquate d'un objet, la pratique de cet objet sera nécessairement inadéquate. Plus précisément, le sujet, bien qu'il n'ait pas la connaissance claire de ce qu'il intuitionne, en a tout du moins l'intuition. Mais en cela, il n'en a pas la connaissance adéquate et n'agit donc pas adéquatement sur ce sur quoi il agit. Il agit donc difficilement et maladroitement. Par exemple, de même que si l'on ne connaît pas le solfège, le travail de composition est maladroit et n'est qu'expérimentation hasardeuse d'intuition vague, de même, aussi longtemps qu'un sujet n'a pas la connaissance adéquate d'un objet, la pratique de cet objet sera maladroite et ne sera qu'expérimentation hasardeuse d'intuition vague. Aussi longtemps qu'il sera ignorant, la pratique de ce sujet sera maladroite, hasardeuse, entièrement expérimentale, sans aucune certitude et ne fonctionnera qu'à l'intuition. Ainsi, ne connaissant véritablement ni son corps, ni ses capacités, ni l'existence dans laquelle il s'inscrit, le sujet est comme un capitaine dont l'embarcation est perdue en pleine tempête et qui, sans gouvernail, est condamné à voguer à l'aveugle au gré d'où le portent les flots. De cela, il a suivi que le sujet finit par considérer que ce qu'il est étranger à lui-même. Il fait sans savoir ce qu'il fait, ni comment il le fait. Et c'est pourquoi il le fait malgré lui, et maladroitement. Si bien que le sujet est complètement perdu. Il ne sait ni d'où il vient, ni où il va, ni ce qu'il fait, ni comment il le fait. Plus précisément, en tant que le sujet est fini et imparfait, voir partie 2, section 5, du sujet, il ne connaît jamais la totalité des données de ce sur quoi il agit, ni même de son action elle-même. Il doit donc vivre avant que de savoir. Il ne maîtrise jamais tous les paramètres. Il ne connaît jamais tous les éléments de ce sur quoi il raisonne. Il ignore même la conséquence de ses propres actions. Mais il doit agir,
malgré tout. Mais comme il n'a à sa portée que les outils inadéquats auxquels son ignorance le contraint, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il se réfère au bon sens plutôt qu'à la science, à la logique plutôt qu'à la vérité, à l'instinct plutôt qu'au savoir, à l'intuition plutôt qu'à la connaissance, à la confiance plutôt qu'à la justice, au sens de l'honneur plutôt qu'à la vertu, à la conscience plutôt qu'à la morale, et bien d'autres choses encore. Il n'a au fond aucune idée de la réalité de ces mots, mais peu lui importe du moment qu'ils lui permettent d'agir. Il doit agir, car il faut agir. Il ne peut simplement rester passif. Il doit agir nécessairement. Certes maladroitement, mais agir. Il n'y a qu'ainsi qu'il peut espérer pouvoir agir plus adéquatement par la suite. En outre, comme le sujet ignore précisément ce qu'il fait, et qu'il fait toujours relativement à l'ignorance de ce par quoi il fait, il s'ensuit que le sujet ne peut déterminer son action que par la foi qu'il a en elle. En clair, comme le sujet ne sait pas lui-même ce qu'il fait, il ne peut trouver la raison de son action que dans la croyance qu'il en a. En un mot, un sujet doit croire dans ce qu'il fait pour comprendre ce qu'il fait. Sa foi est la boussole de son action. 7. Une idée inadéquate produit une réaction inadéquate. En tant que l'idée détermine la pratique, et qu'une idée inadéquate produit toujours une pratique inadéquate, il est parfaitement clair que l'idée d'un sujet détermine également son comportement, ses réactions, et que, par conséquent, une idée inadéquate produira toujours des comportements et des réactions inadéquats. C'est aussi là une certaine forme d'erreur. Dans le langage médical, nous parlons de somatisation, c'est-à-dire de comment la psychologie et le psychisme déterminent la psychosomatique, c'est-à-dire de comment les phénomènes mentaux propres à l'esprit d'un sujet viennent déterminer certains symptômes physiques. Voir partie 2, section 6, des affections. Autrement dit, si une idée détermine une action, elle peut également déterminer une réaction. Ce qui veut dire que l'idée d'un sujet va déterminer son comportement et jusqu'à sa réaction physique. Il s'ensuit que le résultat d'un calcul d'idées, par exemple, va causer le comportement du sujet qui l'opère, si ce n'est totalement, du moins partiellement. Dans le cas où un sujet aurait une idée inadéquate, il s'ensuivrait qu'un sujet produirait une idée qui causerait non seulement un acte inadéquat, mais en plus de cela une réaction physique inadéquate. Concrètement, cela veut dire qu'un sujet sera apeuré, joyeux, triste, nostalgique ou tout autre état émotionnel, mais de manière inadéquate. Nous avons pour cette idée quelques exemples intéressants. Nous avons le souvenir d'un jour où nous faisions découvrir à des enfants quelques paysages de la Grèce antique. Dans ces paysages, nous découvrîmes avec surprise un grand étang d'une eau rouge. Les enfants en furent effrayés et dirent « Ah, c'est horrible, c'est une mare de sang !» Ils en étaient terrifiés et dégoûtés. Il s'en fallut de peu qu'ils n'aillent dire à leurs parents que nous leur montrions des horreurs et que nous perdions notre emploi. Pendant un instant, nous-mêmes fûmes pris d'un doute. Mais nous avons découvert qu'il ne s'agissait nullement de sang, mais de la teinte que prend une eau très salée dans certaines conditions, comme la présence de certaines crevettes, l'évaporation d'argile volcanique, ou la prolifération de certaines algues qui produisent un pigment rouge qui absorbe l'énergie du soleil et réfléchit une couleur rouge. Ainsi, les enfants pourraient dire « C'est une mare de sang, je l'ai vue !» Or, ça ne l'était pas. C'était de l'eau rougie par le sel. Une fois qu'ils l'apprirent, ils s'apaisèrent et en rirent. L'objet n'avait pas changé pour autant. Ce n'est que leurs idées à son propos qui avaient changé. En définitif, ils s'étaient effrayés tout seuls de ce qu'ils avaient cru avoir vu. De même, la fameuse expérience de Milgram nous en apprend beaucoup sur ce processus. Cette expérience met en scène un acteur attaché à une chaise qui fait semblant de souffrir suite à des fausses impulsions électriques que lui envoie un sujet persuadé que celles-ci sont véritables. Autrement dit, le sujet est persuadé d'envoyer des impulsions électriques à l'autre, mais il ne sait pas que tout est factice. La scène peut changer, cela peut se faire via interphone. Le sujet entend alors des cris de douleur dont il se croit l'auteur, ou bien en présentiel où le sujet voit se tordre de douleur l'individu qu'il croit mettre au supplice. Le sujet est alors pris dans une terrible lutte intérieure où il se sent coupable de faire ainsi du mal à un autre sans aucune raison, simplement parce qu'on lui l'a demandé. Mais en même temps, il y a quelque chose d'étrange qui généralement l'empêche d'arrêter. C'est de découvrir ce quelque chose qui était le but de l'expérience. Mais si nous demandions à ce sujet ce qu'il voyait, il nous dirait « un homme qui souffre ». Ce serait là pour lui un fait indubitable. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. C'est un homme qui fait semblant de souffrir. Tout est factice. Il n'y a pas d'impulsion électrique, les voix à l'interphone sont des sons enregistrés, et l'individu qu'il voit attaché à une chaise est un acteur. Il n'est pas irraisonnable pour le sujet de le croire, car tout est fait de telle manière à ce qu'il le croit. En définitive, tout ce qu'il croit voir et la lutte intérieure terrible qui suit de cette croyance trouvent leur fondement dans une erreur, c'est-à-dire dans une idée inadéquate.
Pareillement, en 1681, Louis XIV exultait de joie de voir remonter la nouvelle de l'abjuration des protestants. Il ne savait pas qu'il était trompé par des ministres et des secrétaires d'État qui faisaient remonter seulement les bonnes nouvelles et en augmentaient l'importance. La cause de la joie de Louis XIV se trouvait dans son idée qu'il croyait le reflet du réel. Il ne savait pas qu'elle ne renvoyait à rien et qu'elle n'avait de source que dans son système de croyance. Les exemples comme ceux-là sont légion, et plus on les voit, plus on se convainc qu'un sujet voit du réel davantage ce qu'il s'en représente que le réel lui-même. Car bien que le sensible l'affecte, il ne lui donne que très peu d'informations sur ce qu'est effectivement le réel. Ce qu'il est effectivement ne peut lui être donné que par l'idée. Remarque, l'espèce humaine et, à plus forte raison, l'ensemble du vivant est si complexe que le spectateur aura peut-être de la peine à admettre cette idée de comportement adéquat, comme si, à chaque objet, correspondait un acte précis ou quelque chose de semblable. D'une chose, en effet, ne s'ensuit pas nécessairement une réaction bien déterminée chez un sujet. Même en se méprenant sur la nature de cet étang rouge, il pourrait exister des individus qui, pour une raison ou pour une autre, seraient terrorisés par la couleur rouge. Il en est même qui ont une peur panique des peaux de banane. Le spectateur pourra donc penser que nous confondons là ce qui est proprement vrai d'avec ce qui est moral, propre au sujet particulier ou unique à une culture précise. Qu'il s'imagine cependant si cela aurait un sens pour lui, si un individu se mettait en colère à la suite d'un compliment. Dans un sens oui, car on peut toujours tout imaginer. L'homme est une créature complexe dont il est difficile d'établir les lois, et on peut toujours se représenter des situations qui malmènent nos représentations générales à son égard. Mais nous pensons que le spectateur nous accordera que, en général, dans une situation quotidienne, un individu ne pourra se mettre en colère à la suite d'un compliment que s'il s'est mépris sur ce qu'on lui a dit. Si la formulation était maladroite ou qu'il a cru à une insulte, si c'était là une vile flatterie, ou si ce compliment était vraiment impropre à la situation. De même, peu importe les différences culturelles, il est difficile d'imaginer une culture où, d'une action, puisse s'ensuivre chez l'autre une réaction totalement aléatoire. Il est tout aussi difficile d'imaginer que, même chez une culture où la mort d'un proche serait considérée comme une bonne chose, même dans une situation où un enfant était rendu malheureux par ses parents, ou même dans n'importe quelle expérience de pensée que l'on pourrait imaginer, il est difficile d'imaginer, disons-nous, qu'un enfant exulte de joie à la nouvelle de la mort de ses parents. Nous pensons qu'il y a chez un sujet une fonction propre qui le détermine à avoir une réaction par défaut à certains phénomènes, que cela n'est pas simplement donné par la culture, mais bien quelque chose de naturel qui se trouve en lui. Nous croyons également que le rapport à la vérité détermine l'adéquation d'un acte. Un acte qui serait fait sans rapport avec le vrai ne pourrait être qu'inadéquat. Nous sommes conscients que ce sont des idées difficiles à défendre. Ce sont néanmoins ces idées que nous défendons. Plus fondamentalement, ce que nous disions précédemment va plus loin que simplement cela. Nous disons que l'idée adéquate peut seule être la cause d'une pratique adéquate et qu'une idée inadéquate impliquera toujours une pratique inadéquate. Cela veut également dire que, dans le cas où l'idée va également déterminer la réaction d'un sujet, si son idée de ce qui lui cause cette réaction est inadéquate, sa réaction à son encontre le sera tout autant. Elle sera comme une illusion que le sujet a cru voir et qui l'a conduit à faire quelque chose relativement à ce qu'il croyait adéquat à ce qu'il a cru voir. 8. Cette réaction inadéquate qu'implique une idée inadéquate, nous la nommons illusion. Cela est clair par ce qui précède. En clair, ce que nous nommons illusion n'est pas la simple idée inadéquate, c'est l'ensemble de l'idée inadéquate et de l'acte inadéquat qu'elle implique. Une illusion est comme un individu qui continuerait de marcher dans le désert car il a cru y voir une oasis. Cette dernière proposition pose un problème très connu. Nous disons en effet que l'illusion est une forme d'erreur. Mais que faut-il entendre par là ? Quand on parle de sensation, la notion d'illusion n'a plus le même sens. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on peut éluder d'un revers de main. Dire qu'une sensation est fausse ou inadéquate ne la fait pas disparaître pour autant, et il faut bien admettre sa réalité en dépit de l'erreur qui l'a produite. Nous avons conscience que cette idée est difficile à défendre. Nous proposons aux spectateurs différents exemples qui peut-être suffiront à l'en persuader. Comme nous l'avons dit, il existe des individus qui éprouvent une peur panique des pots de banane. Pouvons-nous véritablement dire que cette peur est une erreur ou une illusion ? Nous le pouvons, en effet, mais le dire ne la fera pas disparaître. De même que dire que la peur de la mort est inadéquate ne suffit pas à la dissiper. Il y a dans le règne vivant certains parasites qui ont la faculté d'influencer l'esprit de certaines espèces pour en modifier le comportement. Le Toxoplasma gondii, par exemple, lorsqu'il est ingéré par une souris, va produire chez celle-ci une attirance sexuelle pour l'odeur de l'urine de chat. Odeur qui normalement inspire la peur et pousse la souris à s'éloigner de ce qu'elle sait être son prédateur naturel. Ici, au contraire, la souris va ressentir une plus grande attirance pour cette odeur et va se précipiter dessus,
augmentant ainsi les chances de se faire dévorer par le chat, l'hôte final du parasite dont il visait l'ingestion. Cette attirance de la souris est bien une sensation que la souris éprouve, mais nous disons que c'est une illusion. La souris avait dans sa nature une fonction propre qui lui permettait de fuir à l'odeur d'urine de chat afin d'augmenter ses chances de survie. C'est cela que le parasite a modifié pour causer chez la souris un comportement inadéquat, une erreur qui l'a poussé à aller vers le danger. De même, l'Ophiocordyceps unilateralis est un parasite fongique, champignon, qui, lorsqu'un de ses spores se dépose sur une fourmi, va pénétrer l'exosquelette de cette dernière et se développer au travers de tout son corps. Par un mécanisme que l'on comprend encore mal, le parasite va modifier la liaison du cerveau d'avec le reste du corps afin de développer son propre système nerveux que le parasite va faire fonctionner en sécrétant des phéromones qui vont générer des impulsions nerveuses. Concrètement, cela veut dire que le parasite contrôle presque totalement la fourmi, ou tout du moins l'influence à un point tel qu'elle se retrouve à agir selon la volonté de ce parasite. Celui-ci va donc conduire la fourmi à quitter son habitat pour l'amener dans un milieu forestier où le climat est plus propice à la croissance fongique et l'obliger à se laisser mourir jusqu'à ce que ce parasite ressorte de la fourmi à l'état de champignon. Dans un registre différent, le magnétosome est un organite qui a la capacité de percevoir des champs magnétiques afin de pouvoir s'orienter. Cette capacité du magnétosome est nécessaire à certains organismes pour pouvoir survivre, afin de détecter sa nourriture ou de fuir des dangers. Les magnétosomes d'une bactérie sont pour elle comme une boussole qui lui permet de se diriger vers un lieu propice à sa survie. Il importe peu que le spectateur y comprenne quelque chose. Ce qui importe est que, si l'on met en place des champs magnétiques de façon à diriger cette bactérie vers un lieu, celle-ci s'y dirigera, quand bien même ce lieu lui serait hostile, car elle identifie cette direction comme la direction d'un lieu qui lui est propice. Dans ce cas, l'erreur est une dysfonction qui, techniquement parlant, fonctionne bien, mais qui, relativement à la situation présente, cause chez le sujet une action inadéquate. Nous pouvons trouver de pareils exemples dans la vie quotidienne. Dans le cas d'un hypocondriaque, il est connu que le sujet aura mal sans raison précise. Et même si tous les médecins du monde lui disent qu'il n'a rien et qu'il ne trouve la cause de ses souffrances nulle part, il ressentira toujours cette douleur dont il se plaint. Bien que le sujet ressente bien une douleur, nous disons pourtant qu'il s'agit là d'une illusion, non pas en tant qu'elle n'existe pas, mais en tant qu'elle est un dysfonctionnement corporel qui trouve sa raison dans des troubles mentaux. Autrement dit, sa douleur n'est pas causée par la fonction de son corps qui lui indique un problème, elle correspond à la somatisation de ses troubles mentaux qui expriment son mal-être au corps. Si les sensations sont bien réelles, elles ne correspondent pas à ce qui devrait en être la cause, et le sujet se trompe en les associant à ce qu'il croit en être la cause. C'est en cela que nous les disons être des illusions. En résumé de tout ceci, nous ne disons pas qu'une sensation est une illusion au sens où elle ne serait pas réelle, qu'elle serait absolument fausse, ce qui serait absurde, mais en tant qu'elle n'est pas le produit de la connaissance de la vérité. Et tout ce qui n'est pas le produit de la connaissance de la vérité peut être dit inadéquat. Nous disons en effet qu'une réaction est une erreur en tant que cette réaction n'est pas le produit de la raison, c'est-à-dire de la connaissance de la vérité, mais qu'elle est déterminée par quelque autre affection à propos desquelles le sujet reste entièrement passif. Voir partie 2, section 7, de la liberté. Une telle réaction, ajoutée à l'idée inadéquate qui l'implique, est ce que nous nommons une illusion. Cela veut dire que le sujet croit quelque chose qui est faux et cela l'entraîne à avoir une action inadéquate relativement à sa fonction propre et à l'ordre vrai de l'existence. 9. Une erreur est toujours le produit de l'ignorance. En tant qu'une erreur est toujours le produit d'une idée inadéquate, elle est donc toujours le produit de l'ignorance, c'est-à-dire d'une imperfection de la connaissance. Nous disons alors qu'un sujet fait une erreur. Il suit de cela qu'un sujet ne fait des erreurs que malgré lui. Si l'on ne fait véritablement que ce que l'on sait faire, comment expliquer qu'un sujet fasse des erreurs, ou qu'il fasse mal quelque chose ? Devons-nous en conclure qu'il sait faire l'erreur, qu'il sait faire le mal, et qu'il en ait la connaissance adéquate ? Bien évidemment que non, c'est ici une façon de parler. Le sujet fait une erreur, mais c'est bien malgré lui. Il est passif dans ce qu'il fait, et ne sait pas même vraiment lui-même ce qu'il fait. Dans son erreur, le sujet n'est pas actif, il est entièrement passif dans un état qu'il subit. Ce n'est que lorsqu'un sujet a la connaissance adéquate que nous disons qu'il fait véritablement, qu'il est véritablement actif. Voir partie 2, section 7, de la liberté. Autrement dit, un sujet ne se trompe pas par plaisir de se tromper, ni ne se trompe volontairement. L'erreur est toujours la conséquence d'une idée inadéquate qui implique une pratique inadéquate. Elle est donc proprement une conséquence de l'ignorance d'un sujet, qui ne peut être considéré comme un état actif. L'erreur est donc toujours passive, et cela n'a pas de sens de se représenter un sujet qui serait actif dans son erreur, comme s'il pouvait se tromper activement, ou être activement ignorant. 10. Il n'existe rien d'absolument négatif.
En tant que la pensée est l'effectivité de l'être, que tout ce qui est s'exprime dans l'existence, et que l'existence est positive, il n'existe rien d'absolument négatif, dans ce sens qu'une chose serait tellement fausse qu'elle n'existerait même pas. Autrement dit, il n'est rien d'absolument faux, car s'il était une chose qui le soit, cette chose ne serait en aucune façon. Dit encore autrement, la négation ne peut pas exister au sens strict de son mot, car s'il fallait que la négation en soi ait une réalité, ce serait celle de la négation de tout ce qui existe. Ce serait le non-être, les faits négatifs, l'anti-univers, en bref, tout ce qui exprime qu'une chose n'existe pas. Cela n'aurait donc aucun sens de dire qu'elle existe. 11. Il n'existe pas d'idée absolument négative. En tant qu'il n'existe rien d'absolument négatif, il n'y a aucune idée d'un sujet qui serait tellement fausse qu'elle n'existerait pas. Autrement dit, en tant que l'expérience de l'existence inspire au sujet des idées, il n'y a aucune idée qui soit vide d'un fragment de l'existence, ce qui revient à dire qu'il n'y a aucune idée qui soit absolument fausse. Une telle idée viendrait dire qu'elle n'a aucun rapport avec l'existence, autrement dit, qu'elle n'existe pas. Une idée porte toujours en elle un fragment de l'existence, ne serait-ce que du fait qu'elle existe. Dit encore autrement, comme tout sujet s'inscrit dans l'effectivité de l'être, ces idées portent quelque chose de l'être. Et même quand une idée est inadéquate, elle porte en elle quelque chose du réel. Pour ainsi dire, même fausse, elle témoigne de la vérité à son insu. 12. L'erreur contient toujours quelque chose de positif. En tant qu'il n'y a pas d'idée absolument négative, il y a forcément, même dans l'idée inadéquate, c'est-à-dire dans l'erreur, quelque chose de positif. Comme nous l'avons dit, une erreur d'absolument négative ne serait rien. Or, l'erreur n'est pas rien, elle a une utilité, et supprimer sa possibilité, c'est supprimer du même coup celle de la vérité. Par exemple, apprendre qu'une idée est fausse, c'est faire un pas de plus vers ce qui est vrai. En clair, une idée, même inadéquate, exprime toujours quelque chose de l'existence et donc de la vérité. C'est ce quelque chose qu'il faut parvenir à voir dans les idées inadéquates afin que celles-ci ne soient pas inutiles. La fausseté fait comprendre que celle-ci doit être dépassée, qu'il y a quelque chose en elle à garder et qu'il faut l'améliorer. Il suit de cela qu'une erreur n'est jamais inutile. Elle est parfois douloureuse, parfois dangereuse, mais jamais inutile. Elle dit toujours quelque chose de ce qui est. 13. La négation d'une chose ne rend pas cette chose positive. Comme tout ce qui est s'inscrit dans l'existence, il est clair que la négation est bien quelque chose, qu'elle exprime l'existence d'une certaine manière. Nous disons que la négation d'une chose ne rend pas cette chose positive en tant que nier la chose ne la fait pas exister pour autant. Par exemple, ce n'est pas parce que nous disons qu'il n'existe pas de licorne que la licorne existe d'une certaine manière. Cela serait absurde. De même, dire d'une chose qu'elle n'a pas lieu et que cela démontre son existence d'une certaine façon est faux. Ce n'est pas parce que, selon les termes de la philosophie analytique, qu'il n'y a rien qui instancie la propriété d'être une licorne que cette propriété existe quelque part dans un ciel abstrait. Ainsi, l'acte de nier ne rend pas la chose positive, mais la négation seule est quelque chose qui exprime l'acte de nier. Or, pour qu'une telle chose existe, il faut bien qu'il existe quelque chose. C'est pourquoi nous avons dit que nier l'existence serait revenir à nier ce que nous affirmons, nier ce par quoi nous pouvons nier. 14. Une idée est fausse en tant qu'elle se rapporte au vrai. En tant qu'il n'existe rien d'absolument faux, quelque chose de faux ne peut tirer son existence que par le rapport d'avec ce qui est vrai. Autrement dit, quand nous disons qu'une idée est fausse, nous ne disons pas qu'elle ne se rapporte à rien de ce qui existe, ce qui serait absurde. Nous disons que, relativement à ce qui est, cette idée n'a pas exprimé cette vérité adéquatement. Par exemple, dire d'un bâton plongé à demi dans un verre d'eau qu'il est cassé est faux. Cela ne veut pas dire que rien de ce qui a été dit n'existe pas. Cela veut dire que ce qui existe n'a pas été exprimé par l'idée adéquatement. En clair, comme il n'existe rien d'absolument faux, c'est toujours par le vrai qu'un sujet peut comprendre ce qui est faux. En définitif, et aussi simplement que ça, ce qui est faux, c'est ce qui n'est pas vrai. Citation. La vérité est ce qui est, la fausseté n'est point. Ou, si l'on veut, elle est ce qui n'est point. Comme l'on ne peut connaître ce qui n'est point que par rapport à ce qui est, on ne reconnaît l'erreur que par la vérité. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 6, première partie, chapitre 4. Remarque. Ainsi donc, ceux qui disent par exemple que la seule chose qu'ils savent est qu'ils ne savent rien, que l'homme n'est grand que lorsqu'il se connaît petit, que la vérité est qu'il n'y a pas de vérité, et, en bref, tous ceux qui prétendent trouver la vérité dans l'absolu de la négation, ceux-là ne comprennent pas que ce qui fait la force de leur négation, ce sont leurs rapports à la vérité. S'il fallait admettre comme absolument vrai ce qu'ils disent, cela n'aurait strictement aucun sens. 15. La réalité de l'erreur est celle de l'idée inadéquate.
Nous avons dit que ce qui n'est pas exprimable n'existe pas et que l'on ne pouvait connaître ce qui n'existait pas. Si donc l'erreur exprime quelque chose qui n'est pas, que peut donc être la réalité de l'erreur? Nous avons maintenant vu que l'erreur contenait toujours en elle quelque chose de positif. Et cette positivité, c'est celle de l'idée inadéquate. Plus précisément, un sujet produit une idée de son expérience sensible. Il la produit à partir des éléments du sensible et peut penser à des choses sans que celles-ci n'existent, ni que cela ne leur donne aucune positivité. Ainsi, l'idée n'est pas forcément l'ombre d'une chose existante. Elle peut être le produit de l'esprit qui crée une image à partir d'un certain assemblage des éléments sensibles que lui confère son expérience. Si cette image ne correspond à rien, ou si elle y correspond mal, nous dirons alors que c'est une idée inadéquate qui trouvera sa réalité dans ce manque qu'elle exprime et dans cette positivité dont elle témoigne à son insu. Il est donc faux de croire qu'une erreur ne soit rien ou n'exprime rien. Une erreur, une fausseté exprime toujours quelque chose relativement à ce qui est vrai. En clair, quand un objet est dit non existant ou quand une idée est dite inadéquate, nous voulons dire ou bien que l'esprit a produit l'idée d'une chose qui ne correspond à rien, ou bien qu'il y a bien quelque chose qui lui correspond et que l'idée l'exprime encore mal. 16. L'ignorance d'un sujet à propos de la vérité l'amène à concevoir des chimères. En tant qu'un sujet doit passer par l'exercice de son idée pour comprendre l'existence au travers de concepts, et que la connaissance de la vérité ne lui est pas immédiatement donnée, le sujet doit passer par un travail long et difficile de conceptualisation afin de comprendre ce qui se présente à lui. Dans ce long travail, nous disons que ces idées sont vraies en tant qu'elles expriment adéquatement ce qui existe effectivement. Mais il s'en faut de loin qu'il parvienne à de telles idées facilement. Sa recherche l'ouvre à de multiples erreurs. Il va formuler de nombreuses idées inadéquates, mais il se peut que, non seulement ce qu'elles expriment ne correspond à rien de ce qui est en dehors de leur propre existence, mais également qu'elles ne peuvent exprimer autre chose d'aucune façon. Il s'agit alors de ce que l'on nomme communément une chimère, c'est-à-dire un produit de l'imagination qui conçoit un objet qui n'existe pas et qui ne peut pas exister. Autrement dit, comme la connaissance n'est jamais immédiate, un sujet doit se risquer à émettre des jugements sur l'existence, de se poser des questions, de faire des hypothèses, de soutenir des idées à propos des objets afin d'en connaître la vérité. Ce faisant, il se retrouve bien souvent à postuler des absurdités que son ignorance de la vérité l'empêche de comprendre. Il est de notre avis que le sujet ne l'aurait pas fait s'il avait eu la connaissance de la vérité. Mais comme il ne l'a pas et qu'il doit passer par le travail de son idée pour ce faire, il s'égare parfois dans l'idée d'objets qui, non seulement n'existent pas, mais qui en plus ne peuvent exister en rien. Plus précisément, une chimère est le produit de l'imagination qui assemble différentes idées inspirées de l'expérience de l'existence. Par exemple, le sujet n'a jamais vu de bouc cerf, ni de licorne, ni non plus de chimère mythologique. Pourtant, il forme l'idée de ces objets par l'association d'idées sensibles. La raison en est que le sujet a vu plusieurs animaux qu'il combine ensemble dans son imagination. Un bouc cerf est un bouc croisé avec un cerf. Une licorne est un cheval avec une corne. Une chimère est un bouc couplé avec un lion à queue de serpent. Cela n'est pas forcément faux, et le règne animal regorge d'espèces au moins aussi exotiques. Ce qui importe ici est de comprendre que les idées de telles créatures sont le produit de l'imagination d'un sujet qui associe entre elles différentes données sensibles, exactement de la même manière que pour comprendre un objet, mais qui ici se trompe en conceptualisant des objets qui n'existent en aucune façon. Il suit de là qu'un sujet n'imagine jamais rien qui ne soit tiré de ce qui existe. En un mot, une chimère est un objet qui n'existe pas. Elle est le produit de l'imagination qui associe ensemble des idées de la sensibilité et de l'entendement qui se trompent en cherchant à conceptualiser un objet qui n'exprime pas ce qui existe effectivement. Il suit de cela qu'un sujet n'imagine jamais rien qui ne soit tiré de ce qui existe. Citation. Toutefois, il faut au moins avouer que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil sont comme des tableaux et des peintures qui ne peuvent être formés qu'à la ressemblance de quelque chose de réel et de véritable, et qu'ainsi, pour le moins, ces choses générales, à savoir des yeux, une tête, des mains et tout le reste du corps, ne sont pas choses imaginaires, mais vraies et existantes. Car de vrai, les peintres, lors même qu'ils s'étudient avec le plus d'artifice à représenter des sirènes et des satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux. Ou bien, si peut-être leur imagination est assez extravagante pour inventer quelque chose de si nouveau que jamais nous n'ayons rien vu de semblable, et qu'ainsi leur ouvrage nous représente une chose purement feinte et absolument fausse, certes, à tout le moins, les couleurs dont ils le composent doivent-elles être véritables. Descartes, Méditation métaphysique, première méditation. Ainsi, nous voyons bien que de telles idées sont toujours le produit de l'ignorance d'un sujet. Elles témoignent de l'imperfection de la connaissance d'un sujet qui, pour comprendre la vérité,
se perd en idées abstraites qui ne correspondent plus à rien et qui, une fois sa connaissance plus parfaite, en fait comprendre toute l'absurdité. Remarque, on aurait tort de croire que cette dernière proposition consiste en une simple critique des croyances. Nous voulons dire qu'un sujet discrimine un objet par des caractéristiques qu'il attribue à ces objets. Ce sont ces caractéristiques particulières qui nous permettent d'identifier l'objet qu'elles expriment, de le reconnaître et de le distinguer des autres. En ce sens, le sujet croit à l'objet qu'il se représente. Cela veut dire que lorsqu'un sujet dit « je vois un arbre », il dit en vérité qu'il a discriminé une série de phénomènes qu'il a synthétisés sous le nom d'arbre. Ce qu'il voit strictement, c'est l'existence. Mais de cette existence, il croit qu'il voit un arbre. Ainsi, si un sujet discrimine une série de phénomènes qu'il a synthétisés sous le nom de spectre, voyant un objet qui lui apparaît selon les caractéristiques qu'il lui a associées, et après avoir examiné la chose afin de voir s'il correspondait en effet à sa définition de la chose, il dira avoir vu un spectre. Il pourra le jurer. Il pourra dire à la foule qui l'interroge « J'ai vu un spectre, je le jure sur ma vie. De mes yeux, je l'ai vu. » Il sera honnête et dira la vérité car, en effet, selon sa définition de la chose, l'objet perçu était bel et bien un spectre. Il pourra le jurer sans craindre de mentir. Et pourtant, il se trompe. Car il n'a jamais existé sur Terre cette chose que l'on appelle spectre. C'est là une chimère que l'esprit s'est imaginée et que le sujet ne peut prétendre avoir vue que par une erreur de définition. Par exemple, définir une chaussette comme une licorne ne suffit pas, quand un sujet voit une chaussette, à faire exister les licornes. Le sujet pourra le jurer, selon sa définition de l'objet, il dira la vérité. Pourtant, il n'en restera pas moins qu'il se trompera. C'est là l'une des très grandes difficultés de l'esprit. Il doit faire face à ce type d'erreur, car il est très difficile de savoir que l'on se trompe sur ce que l'on croit. 17. L'existence de l'idée d'un objet n'implique pas nécessairement l'existence de cet objet. En tant que l'expérience sensible laisse au sujet des idées qu'il associe par son imagination afin de produire d'autres idées, il s'ensuit que toutes les idées d'un sujet n'expriment pas nécessairement quelque chose qui correspond en dehors d'elle. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un sujet peut imaginer un objet que cet objet correspond nécessairement à ce qui existe effectivement. Remarque, il est courant en philosophie de dire que si un objet est conceptuellement possible, cela a un sens de l'imaginer. Et comme cela a un sens de l'imaginer, nous pouvons dire que c'est conceptuellement possible. À partir de là, cet argument est la porte ouverte à l'élaboration de toutes les chimères possibles et imaginables. L'idée de cet argument est que l'on se désintéresse de ce qui existe pour s'intéresser à ce que l'on peut s'imaginer, afin de tirer des conclusions sur ce qui existe. Mais comme on peut toujours tout imaginer, on ne parvient bientôt plus à comprendre l'absurdité d'une idée. Dire d'un objet qu'il est conceptuellement possible ne veut rien dire d'autre que l'on peut se l'imaginer. Mais comme un sujet peut toujours tout imaginer, même des choses impossibles, dire qu'un objet est impossible imaginairement relève de la contradiction. Tout est concevable lorsque l'on est ignorant. Qu'une chose soit concevable ne dit donc rien de la possibilité d'existence de cette chose, et s'il fallait prendre en considération la totalité de ce que l'on peut imaginer, jamais personne n'aurait pu être certain de quoi que ce soit. C'est aussi conceptuellement possible d'imaginer un individu doté d'expériences sensibles dénuées de sensations et de croire aux zombies, que d'imaginer un cheval avec une corne et de croire aux licornes. Ce n'est que dans la découverte que l'une est aussi impossible que l'autre que l'on comprend l'absurdité de telles idées. De même, c'est aussi conceptuellement possible d'imaginer le soleil tourner autour de la Terre que d'imaginer battre des mains pour voler. Pareillement, c'est aussi conceptuellement possible d'imaginer pouvoir traverser la toundra à pied avant de comprendre que le froid terrible mis en relation avec la sueur de l'effort devient un danger mortel. C'est également conceptuellement possible de croire qu'un jour, tous les hommes vivront dans la paix et l'amour sans avoir à se nuire mutuellement, ou que la révolution aboutira au bonheur social après avoir terminé son œuvre de sang. Conceptuellement parlant, si l'on entend ce mot comme la simple imagination, tout est possible. C'est pourquoi l'ignorance d'un sujet le conduit facilement à se perdre en imaginant des chimères que rien ne semble interdire. Ce n'est que l'expérience et la connaissance de la vérité qui permet de savoir laquelle de ces idées, conceptuellement possibles, étaient des chimères. C'est une terrible difficulté de savoir distinguer ce qui est une chimère de ce qui est une idée correcte, mais encore inadéquate. Car, aussi longtemps que perdurera à bout d'espoir la possibilité de son existence, un sujet n'aura de cesse d'affirmer une chimère comme si elle existait, et de déployer tous ses efforts à sa démonstration, quand bien même aurait-il fallu sacrifier à elle toutes les autres idées. Et c'est en effet une terrible question que de parvenir à distinguer si l'échec d'une démonstration d'une idée est le signe de son impossibilité, ou si l'on parviendra à la démontrer à force d'efforts. 18. Un sujet conduit un raisonnement selon la logique qu'il est capable de se représenter.
En tant que la logique est ce qui se réfère à un système de représentation, et qu'un système de représentation est ce par quoi un sujet passe pour concevoir l'existence, il s'ensuit qu'un sujet raisonne selon ce qui est conforme à la logique de son système de représentation. Il suit de cela que, lorsqu'un système de représentation est inadéquat et qu'un sujet en suit la logique, celui-ci commet des erreurs rationnelles. Par exemple, on juge très sévèrement que les hommes aient tardé à comprendre que la Terre tournait autour du Soleil, mais il est aisé de comprendre les raisons d'un tel retard, car, selon cette logique, si la Terre tournait autour du Soleil, il devrait y avoir un décalage immense entre le vol des oiseaux et le sol. Ce décalage ferait que les oiseaux voleraient comme à reculons. De plus, s'il fallait admettre que non seulement la Terre tourne autour du Soleil, mais qu'en plus elle tourne aussi sur elle-même, il faudrait admettre que tout se passe sur Terre comme si celle-ci était immobile. C'est là deux des nombreux problèmes qui rendent cette vérité difficile à admettre, car elle viole la logique propre du système de représentation en vigueur. Pour parvenir à admettre cette vérité, il faut une théorie plus développée qui explique en quoi le mouvement de la Terre ne change rien au mouvement des objets qui s'y trouvent. De même, si nous reprenons l'expérience de Tycho Brahe, certes, elle conclut une erreur, mais conformément au système de représentation en vigueur, elle était logique, et un sujet avait de bonnes raisons d'y croire. Ainsi donc, pour rester sur le même exemple, certes, c'est une erreur que de soutenir que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais est-ce que, finalement, au vu des connaissances et des conceptions propres aux représentations en vigueur, admettre l'inverse n'aurait pas été plus irrationnel? Car la rationalité exprime simplement un certain ordre, et, au sein d'un raisonnement, elle exprime la logique qui fait passer d'une idée à une autre. Cette rationalité exclut toujours des éléments qui ne correspondent pas au système de représentation dont elle suit la logique. Mais quand son système de représentation est incomplet ou inadéquat, le sujet produit des erreurs rationnelles. C'est-à-dire des erreurs qui, relativement à l'état des connaissances et des représentations du sujet, en donnent la raison et les font passer comme ce qui, pour lui et en ce moment précis, était le plus logique. En un mot, il ne serait pas juste d'exiger de ce système de représentation qu'il exprimât des idées qui ne fussent pas conformes à sa logique propre, quand celles-ci sont, à cet instant précis, ce qui est le plus raisonnable. 19. Avoir la connaissance que l'idée d'un objet est inadéquate ne consiste pas en la connaissance adéquate de cet objet. Si l'on nie cette proposition, il ne serait plus même besoin de savoir, il suffirait d'ignorer. Et connaître adéquatement un objet consisterait dans le seul fait d'en ignorer tout. On comprend mieux le pouvoir de séduction de ces sciences qui prétendent savoir en ne sachant rien. Autrement dit, savoir que l'on ignore n'apprend rien sinon que l'on a compris que l'on n'y comprenait rien. Cela apporte une connaissance, ou du moins une connaissance de l'absence de connaissance, mais cela ne se réduit aucunement à la connaissance adéquate. Dit autrement, la connaissance qu'une idée est inadéquate est une étape sur le chemin de la connaissance, jamais son but ultime. Remarque. Il y a des idées que nous croyons claires uniquement car nous ne connaissons d'elles que notre ignorance à leur propos. Par exemple, l'infini, que certains vont jusqu'à dire qu'elle est une idée claire, distincte et indubitablement vraie, alors qu'elle est ce qui demeure parmi les idées les plus inintelligibles. De même, le néant, l'éternité, la mort, et toutes ces notions que l'on croit parfaitement claires ne renvoient en vérité qu'à notre incapacité à les comprendre. Cette impression de clarté et de certitude à leurs égards renvoie donc bien moins à notre connaissance qu'à notre ignorance à leurs propos. Quand nous croyons les comprendre aussi distinctement, c'est qu'en fait, nous ne prenons conscience que de notre propre ignorance qui, comme toujours dans ces cas-là, nous apparaît claire, précisément, car nous en ignorons tout. 20. L'idée inadéquate conduit à produire des mauvaises questions. En tant que la connaissance n'est pas immédiate, que le sujet doit passer par son idée pour comprendre l'existence, mais que, en outre, cette existence lui est ambiguë, le sujet doit nécessairement passer par de multiples hypothèses pour comprendre l'existence. Il doit poser à l'existence toute une série de questions, mais comme il ne sait pas ce qu'il ignore, il se perd aisément dans de multiples questions qui ne le mènent à rien. Plus précisément, lorsque l'on sait, il est aisé de formuler les bonnes questions. Alors il suffit de les poser à autrui pour qu'il dise de lui-même tout ce qu'il veut savoir. C'est la maïeutique. Mais quand on ignore ce que l'on cherche à savoir, ce d'ailleurs pourquoi on cherche à le savoir, il est alors très difficile de poser les bonnes questions. Car, étant donné que l'on ignore ce que l'on doit chercher, l'esprit est plongé dans une longue recherche où il doit expérimenter longuement différentes idées, sans savoir exactement laquelle précisément est exacte. C'est en cela que de nombreuses questions que le sujet se pose n'ont pas de sens, et l'égare en mille erreurs, car il ne sait pas lui-même ce qu'il doit deviner. Autrement dit, savoir poser une bonne question, c'est connaître déjà un peu la chose que l'on cherche à savoir par la question que l'on pose. C'est là toute la différence entre ceux qui questionnent en sachant déjà et ceux qui questionnent en cherchant à savoir.
Le premier ne découvre rien, l'autre découvre ce qu'il ne savait pas. Mais ne sachant pas lui-même où il doit aller, le sujet doit s'efforcer à une longue expérimentation afin de former la bonne question qui l'entraînera clairement à la réponse qu'il cherche. Car d'une question correcte, la réponse s'ensuit évidemment. De même, d'une question incorrecte, s'ensuit nécessairement une erreur. Par exemple, sachant qu'un cheval royal ne peut qu'être noir, blanc ou gris, quelle est la couleur du cheval d'Henri IV, sachant qu'il n'est ni noir ni gris? La réponse est si évidente que la personne à qui on la poserait s'en sentirait insultée. Car toute vérité est évidente. Il suffit de la faire valoir par la bonne question. Et c'est en cela qu'une question est bien posée. 21. L'idée inadéquate par laquelle opère un raisonnement conduit celui-ci dans des impasses. En tant qu'un signe inadéquat contraint à un usage inadéquat et mène le raisonnement à des impasses, cette impasse, où amène le signe inadéquat, constitue une des plus terribles erreurs d'un raisonnement. Autrement dit, en tant que l'idée inadéquate d'un sujet est elle-même conditionnée par des signes inadéquats par lesquels opère le raisonnement de cette idée, il s'ensuit que le raisonnement conduit par une idée inadéquate mène le sujet dans des impasses de pensée, desquelles il a toutes les peines du monde à se dégager. Ces impasses, c'est ce que nous nommons des apories. Qu'est-ce qu'une aporie? C'est une idée inadéquate qui mène le raisonnement à une impasse. Elle est comme un chemin tordu qui, par son propre courant, coince celui qui l'emprunte. Et ne pouvant aller nulle part, il revient sur lui-même pour se nier lui-même. Voilà quelques exemples d'apories parmi les plus courantes. L'esprit contemporain comprend mal la notion de causalité. Cela veut dire qu'il a énormément de peine à comprendre ce qui fait la jonction d'une chose à une autre, de telle manière que nous pouvons savoir que, d'une chose, en suit nécessairement une autre. Il suit de là que l'esprit se trouve toujours à devoir postuler une étape intermédiaire supplémentaire entre deux choses pour en exprimer la liaison nécessaire, et peut-il en formuler une infinité qu'il semble qu'il manque toujours quelque chose, c'est ce que certains ont nommé un gouffre explicatif. De même, la notion d'origine est une idée que peine à comprendre l'esprit. Elle est très liée à cette idée de causalité. Comme l'on ne parvient à comprendre l'origine d'une chose que dans sa cause antérieure, il s'ensuit qu'il y a nécessairement une cause qui n'est la cause de rien, qui est l'origine de l'origine. Ainsi, cette notion d'origine, simplement en suivant son cours, amène l'esprit à la rejeter, car une origine qui ne serait pas l'origine d'une autre origine n'aurait aucun sens. Cette absurdité se trouve quand on pousse la logique de cette idée jusqu'au bout. En fait, elle est ce qui se trouve quand on pousse la logique de l'idée à son terme. C'est cela, une aporie. Les fondements servent à justifier ce qui repose sur eux, mais ces fondements se justifient par la justification de ce qui y repose. Ainsi, la justification d'un système ne fonctionne pas tant des racines jusqu'aux cimes, mais par une réciprocité permanente de chaque partie, renvoyant la charge de la justification sur toutes les autres, afin de faire tenir la justification du tout par un équilibre branlant. C'est ce que Wittgenstein exprimait dans son aphorisme 248 de son ouvrage « De la certitude ». Je suis arrivé au tréfonds de mes convictions, et, de ce mur de fondation, on pourrait presque dire qu'il est supporté par toute la maison. Il est indéniable qu'un sujet soit conditionné, mais il est tout aussi indéniable que ce même sujet soit libre. Hormis le besoin pratique de le faire, un sujet ne peut nier aucune de ses idées. Mais l'une comme l'autre ne s'accordent pas entre elles. L'esprit est donc contraint de reconnaître la vérité de deux idées qu'il ne parvient pas à comprendre simultanément. Et lorsqu'il s'essaye à conjuguer ces deux idées dans un même ensemble, il dénature à la fois l'une comme l'autre. Pour définir un terme, il faut faire référence à un autre terme. C'est ce que nous nommons une définition non explicite, ce sans quoi la définition n'a pas de sens. Dire en effet de la lumière qu'elle est la production de corps lumineux n'a aucun sens. Il faut donc définir chaque terme par un autre terme, mais comme cela produit une régression à l'infini, il faut bien admettre l'idée qu'il existe des termes qui ne réfèrent à rien d'autre qu'eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont tellement clairs et évidents d'eux-mêmes qu'il n'y a nul besoin de les définir par d'autres. C'est ce qu'on appelle des termes autoréférentiels. C'est ce que Pascal exprimait dans son écrit sur l'esprit géométrique. Citation. On ne peut entreprendre de définir l'être sans tomber dans cette absurdité, car on ne peut définir un mot sans commencer par celui-ci. C'est, soit qu'on l'exprime, ou qu'on le sous-entende. Donc, pour définir l'être, il faudrait dire « c'est », et ainsi employer le mot « défini » dans la définition. Ainsi donc, la notion même de définition amène à une négation de cette même notion. Car si l'on admet qu'il faut définir un terme, on admet ultimement qu'il y a certains termes que l'on ne peut définir autrement que par eux-mêmes, ce qui, dans la définition même de la définition, ne fait aucun sens. L'esprit civilisé porte de l'importance à l'idée de liberté d'expression, mais la défense d'une telle idée produit toujours le même problème. La tolérance tolère tout, sauf ce qui ne tolère pas. Car la tolérance tolère, mais l'intolérance ne tolère pas. Si la tolérance tolérait l'intolérance, alors il est clair que l'intolérance aurait au fait de ne plus tolérer la tolérance.
Alors la tolérance se doit de ne pas tolérer l'intolérance et ne peut trouver sa validité que du fait qu'elle ne tolère pas l'intolérance. Ainsi, l'idée même de tolérance se nie elle-même. Rien ne justifie la guerre. La paix doit être défendue par tous les moyens. Mais si la guerre menace la paix, alors c'est une bonne chose que de faire la guerre. En fait, la guerre n'est faite qu'en vue d'avoir la paix, d'avoir véritablement la paix. La piété consiste à considérer les Écritures saintes comme vraies. Mais si l'on y croit aveuglément en se limitant simplement au sens littéral, on n'en comprend pas le sens profond et on n'y comprend véritablement rien. Ce sens ne peut être compris qu'en s'éloignant du sens littéral. Mais s'éloigner du sens littéral, c'est s'éloigner de la piété. Car ce n'est pas croire littéralement ce qui est écrit comme vrai, ce qui revient à dire qu'en étant parfaitement pieux, on ne l'est en rien, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Il faut aimer, et les hommes doivent s'aimer entre eux. Mais c'est parce que nous aimons que nous haïssons celui qui n'aime pas ce que nous aimons. Ainsi, l'amour produit la haine. Et si l'on se refuse à haïr quiconque au prétexte d'aimer tout le monde, on n'aime véritablement personne. Il faut avoir un amour universel du vivant, non plus un amour exclusif qui conduit à la haine, mais un amour de tout le vivant. Mais comme, au sein de ce vivant, se trouvent des êtres qui nuisent au vivant, nous en venons à tuer ce qui nuit à la vie. Ainsi, au nom de l'amour du vivant, nous en venons à tuer ce même vivant. Il faut traiter les hommes selon leur dignité, mais quand celle-ci est niée par autrui, il faut nier à autrui toute dignité et le punir le plus sévèrement possible. Cela afin de préserver cette même dignité qu'on l'on nie. La justice ne peut exister sans politique, comme la politique ne peut continuer d'exister sans justice. Mais si la justice se mêle de politique, elle l'étouffe. De même que si la politique se mêle de la justice, elle la détruit. Ainsi, l'une ne peut se passer de l'autre, et pourtant, ensemble, elles se détruisent l'une l'autre. Le divertissement doit nous faire oublier nos misères, mais tire son succès du lien qu'elle a avec la réalité, de la façon dont elle renvoie au spectateur à ses conditions. Sans cela, elle ne lui parle pas et n'a aucun sens. Aussi le divertissement ne cherche pas tant à nous faire oublier la réalité qu'à nous donner les éléments d'y évoluer au mieux. Le bien individuel doit passer par le bien commun. Le bien commun est donc le bien suprême de l'individu. Mais le bien commun ponctionne le bien individuel jusqu'au point que l'individu n'ait plus aucun bien. Ainsi, le bien ultime de l'individu, c'est de n'avoir plus de bien. L'idéologie est démontrée par des preuves dont la validité est garantie par cette même idéologie. C'est ce que Rousseau exprimait dans son Émile. La doctrine est prouvée par le miracle, et le miracle par la doctrine. Les humains sont prêts à reconnaître qu'il y a des maux nécessaires à faire pour le bien de tous. Ils sont prêts à assumer la dureté et la fermeté d'âme nécessaires pour le faire. Mais ils ne sont pas prêts pour autant à abandonner leur humanité sans pouvoir en même temps en assumer totalement les promesses. C'est pourquoi l'humain oscille continuellement entre la bête et l'homme. Nous pourrions continuer cette liste pendant longtemps. Cela fait des millénaires que l'esprit humain se fracasse contre ce genre de questions. Face à ces impasses dans lesquelles semblent le plonger toutes ses idées, l'esprit cherche à s'en sortir tant bien que mal par des sortes de pirouettes conceptuelles qui ne font que tourner sur elles-mêmes avant de revenir sur elles afin de se nier. En un mot, quand une idée est aporétique, c'est-à-dire quand elle mène à une aporie, cette idée amène toujours une absurdité du fait de son affirmation. À ce moment-là, ou bien l'esprit se retrouve à nier l'idée qui l'a amené à cette absurdité, ou bien il persiste dans l'absurdité où l'idée l'a mené. Dans les deux cas, le résultat est le même, l'idée devient inopérante. Remarque, l'aporie consiste dans l'une des erreurs les plus terribles. Elle l'est d'autant plus qu'on ne la comprend qu'au terme de la logique de l'idée qui en est la cause. Un sujet pourrait défendre une idée aporétique toute sa vie sans le savoir. Un sujet doit toujours s'assurer que les idées par lesquelles il cherche à comprendre le monde ne sont pas en elles-mêmes aporétiques, car il est clair qu'un raisonnement conduit par de telles idées ne peut mener qu'à l'impasse. Les apories dans lesquelles est inlassablement pris l'esprit humain empêchent à celui-ci la possibilité de se réaliser pleinement. Quelque chose en lui freine son génie et l'empêche de prendre véritablement son plein essor. Car dès qu'il se mettra en quête de faire ou de savoir quelque chose, il sera immanquablement ramené à ses contradictions et, aussi longtemps que dure son périple, il reviendra toujours à son point de départ. C'est pourquoi la raison ne sortira jamais de sa préhistoire tant qu'elle ne sera pas sortie de ses apories. 22. La sensibilité d'un sujet n'est pas la mesure adéquate de l'être. Les objets affectent le sujet d'une certaine façon. Voir partie 2, section 6, des affections. Il s'ensuit que le sujet se représente dans l'objet qu'il affecte, l'affect qu'il éprouve. Cela n'est pas nécessairement faux. Par exemple, si le feu brûle le sujet, il n'est pas irraisonnable pour le sujet de croire que le feu brûle. Mais cela n'est pas universel, car si quelque chose fait mal à un sujet, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette chose soit mal en elle-même. Autrement dit, le sujet se représente un objet selon les conditions qui est propre à ce sujet. Il s'ensuit qu'il place parfois dans les objets ce qui n'est propre qu'à lui.
C'est ainsi que Malebranche décrivait cette erreur qui consiste à prendre ses sensations comme la mesure des objets et de croire présent dans leur nature même ce qui n'est propre qu'au sujet. Une erreur classique est donc de croire que l'affect qu'un sujet éprouve d'un objet se trouve nécessairement dans l'objet lui-même. Citation. Lorsque nous sautons de la chaleur, lorsque nous voyons de la lumière, des couleurs ou d'autres objets, il est vrai que nous les voyons, quand même nous serions frénétiques, car il n'y a rien de plus vrai que tous les visionnaires voient ce qu'ils voient. Et leur erreur ne consiste que dans les jugements qu'ils font, que ce qu'ils voient existe véritablement au dehors à cause qu'ils le voient au dehors. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 1, chapitre 14. 23. Aucune imperfection d'une idée n'est une qualité. En tant qu'un sujet ne peut véritablement connaître une partie s'il ne connaît le tout, et que, en outre, aucune connaissance incomplète ne saurait être véritable, il est clair qu'aussi longtemps que le sujet aura une idée inadéquate, il ne pourra prétendre connaître véritablement quelque chose. Certains, en revanche, se satisfont de l'imperfection de leurs idées et les considèrent même comme un avantage. Ils pallient à l'impuissance de leur esprit à comprendre la vérité en démontrant que tout n'est pas connaissable. Et ceci, pour eux, bien loin d'être un défaut, est une qualité. De même, il n'est pas requis de connaître adéquatement quelque chose pour en faire bon usage. C'est pourquoi l'on trouve communément de très bons praticiens de certaines choses que finalement, ils ne connaissent pas adéquatement. Nous disons pourtant que, sans la connaissance adéquate de ce dont on fait l'usage que l'on pourra en faire sera toujours inadéquat. Il est vrai qu'il n'est pas besoin de connaître tous les coups d'échec pour y être doué, et les bons joueurs se passent bien d'apprendre par cœur tous les coups possibles de leur jeu. De même, il est vrai qu'il n'est pas besoin de connaître par cœur le fonctionnement du corps pour vivre. De même, il n'est pas requis à l'escroc de connaître l'essence de la justice pour pouvoir en profiter. De la même façon qu'un esclave n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour travailler. Cependant, nous disons que sans connaissance parfaite et adéquate, la pratique d'un sujet restera toujours fondamentalement inadéquate. Même quand des génies parviennent à avoir une pratique très précise, celle-ci repose au fond sur une intuition aiguë de ce dont ils font si bien la pratique, et non d'une connaissance véritable. Elle est au fond quelque chose qui se fait malgré le sujet, et qui reste maladroite et hasardeuse, même dans ses éclats. Ils savent, mais ne savent pas eux-mêmes comment ils savent. Tant et si bien que si on devait demander à ces génies comment font-ils pour faire ce qu'ils font, ils seraient incapables de répondre. En un mot, comme le disait Platon, aucune mesure imparfaite ne saurait être la mesure de quoi que ce soit. 24. Un sujet peut toujours conformer les phénomènes à l'idée qu'il s'en fait. En tant que le sujet doit passer par l'idée pour comprendre l'existence, qu'il ne peut voir de l'existence que l'idée qu'il en a et que, en outre, l'idée d'un sujet l'incline fortement à voir les phénomènes comme il en a l'idée, il s'ensuit que l'erreur la plus commune chez un sujet est de tordre les phénomènes de telle manière à ce qu'ils correspondent à l'idée qu'il s'en fait. Et comme il est toujours possible de trouver une logique derrière n'importe quel ordre, il s'ensuit que le sujet peut toujours trouver une manière de conformer les phénomènes à l'idée qu'il s'en fait. Par conséquent, tout ce que le sujet pourra se représenter de l'existence sera logique à ses yeux. Aussi, quand bien même tordrait-il les phénomènes de la manière la plus éloignée de ce qu'ils sont afin de les faire se conformer à son idée, qu'il aura toujours l'impression d'être dans le vrai. Cependant, le risque est immense que la théorie ne voie de l'expérience que ce qui tend à l'affirmer. Autrement dit, la vérité de la théorie se détermine par son adéquation d'avec le réel. Mais comme le sujet ne voit du réel que ce que lui en donne son idée, et qu'il est toujours possible de trouver n'importe quelle logique derrière n'importe quel ordre, il est donc très courant d'utiliser des résultats d'expérience de manière orientée, de façon à ce qu'ils s'accordent avec une théorie, afin qu'ils servent de démonstration à cela même qui les produit. La validité de l'expérience est garantie par la validité de la théorie, dont la validité devait précisément être démontrée par la validité de l'expérience. Sous des dehors complexes, c'est quelque chose que tout penseur sérieux ne sent que trop bien, et un vice que l'on trouve dans toute expérience d'une idéologie. Dit encore autrement, l'expérience est produite par la théorie, et la théorie doit être prouvée par l'expérience. Mais comme la théorie produit l'expérience est naturellement biaisée par la théorie pour la démontrer. En un mot, la théorie porte en elle le poids de son propre support. Elle se soulève et se maintient toute seule, et cherche naturellement tout ce qui, dans son expérience, peut tendre à l'affirmer. Nous avons souvenance de l'exemple d'un enfant qui était persuadé d'avoir des super-pouvoirs. Il aimait à se prouver cette idée par des expériences répétées. Il pensait pouvoir bouger les flammes d'une bougie par la seule force de sa volonté, en bougeant ses mains. Et comme la flamme d'une bougie bouge beaucoup, et qu'il était persuadé qu'il pouvait en effet la faire bouger, il voyait dans son mouvement ce qui correspondait à celui de ses mains. Il avait ainsi la preuve de la vérité de ses super-pouvoirs. Il disait « Regardez, la flamme suit le mouvement de mes mains, c'est moi qui arrive à la faire bouger ». L'exemple est semblablement le même pour l'expérience d'une théorie.
Tout se passe comme si on connaissait déjà la réponse de l'expérience avant même de la réaliser. On ne cherche plus tant à découvrir la vérité au travers d'expériences qu'à prouver son idée par les expériences qui vont dans son sens. De cela, il suit qu'il est tout à fait commun de tomber dans ce que nous pourrions nommer un aveuglement idéologique. Aveuglement où l'idéologie ne voit plus que ce qu'elle désire, et où toutes ses expériences ne sont rien d'autre que réaffirmer ses propres dogmes. Entièrement fermée à l'expérience, elle n'est plus confrontée qu'à elle-même. Aussi, ferait-elle le tour du monde, qu'elle ne verrait qu'elle-même. Dans cette situation, l'expérience n'a plus de valeur. Le sujet n'apprend véritablement plus rien. Il ne fait que revoir ce qu'il connaît déjà. Il ne découvre plus rien. Il produit des vérités auxquelles il fait se conformer les phénomènes qui se présentent à lui, comme si ceux-ci en étaient la démonstration. En réalité, il n'utilise de l'expérience des phénomènes que ce qui lui permet de démontrer ses propres présupposés. Il ne voit plus de l'existence que ce qu'il veut y voir. Il n'en voit plus que ce qu'il veut y croire. Remarque. L'idée du sujet lui détermine à un tel point toutes ses perceptions que l'on peut aller jusqu'à dire que son idée conditionne plus le réel que le réel son idée. Dit autrement, l'idée du réel étant ce qu'un sujet en voit, il ne peut jamais voir du réel que son idée. Le sujet doit nécessairement croire en ses idées pour avoir une connaissance du réel. Cependant, à croire pour voir, on finit par ne plus voir que ce que l'on croit. C'est ainsi que ceux frappés par la mort d'un proche, croyant fermement dans un autre monde où l'esprit des morts vivrait encore, et désespérant d'avoir un signe d'eux, se mettent à voir dans à peu près tous les phénomènes qui se présentent à eux des signes de la personne défunte. Ils diront « c'est un signe, je le sais, je l'ai vu ». Ils oublient cependant qu'on ne voit jamais que ce que l'on croit, et que si l'on veut absolument voir quelque chose, on finira par le voir. De même, les intellectuels n'utilisent pas tant le réel pour construire leur idée, que leur idée pour construire le réel. Ainsi, le travail des intellectuels se divise toujours en deux temps. Premièrement, élaborer toute une série de principes et de préjugés, pour ensuite les vérifier dans tous les phénomènes qui se présentent à eux. Ils ne voient du réel que ce qui va dans le sens de leurs idées, et ne prennent du réel que ce qui permet de les démontrer. Ils font ainsi la marche inverse de la recherche intellectuelle. Ce n'est plus le réel qui vient démontrer l'idée, mais l'idée qui vient être démontrée par le réel, tel qu'il est perçu par l'idée, qui devrait être démontrée par lui. Ainsi, les différentes thèses et systèmes intellectuels ne sont pas tant le produit d'une démonstration que le produit d'une vision du réel au travers d'une idée fixe qui cherche à se démontrer mordicus dans tout ce qui se présente à elle. Ils diront alors « Voyez, mon idée se confirme encore. Ce nouveau phénomène n'est rien sinon l'occurrence d'une logique que j'ai déjà expliquée dans mon système. J'avais raison depuis le début. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi ne voyez-vous pas l'évidence? Il faut être un idiot pour ne pas voir ce qui se présente ainsi de manière évidente. Êtes-vous des idiots? Ils ne savent pas qu'il y a toujours une manière de voir dans le réel de quoi démontrer l'idée qu'on a de lui, et de tordre les phénomènes afin qu'ils rentrent dans les bornes de l'idée qu'on leur donne. En un mot, celui qui croit pour voir, au lieu de voir pour croire, finit par ne plus voir que ce qu'il croit. C'est bien le vice fondamental de l'idéologie, vice auquel nul ne peut échapper, et il est du devoir de l'honnêteté d'avouer au spectateur que cet écrit n'en est pas exempt. 25. Aussi longtemps qu'une vision sera inadéquate, toute prétention à la vérité consistera en un pari. Le sujet ayant nécessairement une vision inadéquate, il ne sait ni ce qui est vrai, ni comment savoir ce qui est vrai. C'est pourquoi il demeure entièrement perdu dans la multitude d'idées que lui suggère une existence ambiguë. Mais comme il doit nécessairement faire, et comme, en outre, il doit nécessairement passer par une vision inadéquate avant que d'avoir une vision adéquate, toutes ses prétentions à la vérité consistera non pas en une certitude, mais en un pari, une croyance, une intime conviction que ce qu'il pense est vrai. Avec le temps, l'on juge très sévèrement ceux qui se sont trompés. C'est oublier trop vite dans quel dénouement existentiel se trouve le sujet qui, entièrement perdu dans un monde ambigu qui n'atteste ni ne réfute véritablement aucune idée, doit porter la charge de la preuve par ses seules forces. C'est à lui et à lui seul de deviner ce qui est le vrai de ce qui est le faux avec les outils grossiers et archaïques dont il dispose. Mais comme précisément, il ne peut pas déjà savoir ce qu'il ignore encore, il doit faire des choix, il doit passer par une série d'expérimentations d'hypothèses diverses afin de statuer de la vérité de chacune. Cela prend énormément de temps et le plonge dans une infinité d'erreurs, souvent dramatiques, mais l'imperfection de son idée l'oblige à en passer par là. Nous comprenons dans quelle détresse se trouvent les individus qui s'avèrent avoir raison mais qui, en leur temps, ne pouvaient rien savoir et qui, même face à une foule qui les démentait, devaient lutter constamment entre deux facettes de ce que leur raison leur dictait. D'un côté, le besoin de réviser son idée face à l'inadéquation de celle-ci d'avec l'expérience, ainsi qu'avec les avis contraires des autres, et d'un autre côté sa conviction profonde d'avoir raison. Au fond, ils ont passé l'entièreté de leur vie sans jamais être certains de ce qu'ils ont défendu toute leur vie. Il en est de même pour tout sujet.
Un sujet ne sera jamais véritablement certain de ce qu'il peut dire jusqu'au moment où la vérité se découvrira tout entière. Et si un autre devait le contredire, ils pourraient tous deux défendre rationnellement leur position, tenter de convaincre l'autre. Mais si tous leurs discours ne suffisent pas à persuader l'autre, chacun s'en tiendra à leur propre croyance et dans ce pari qu'ils font, dans ce qu'ils croient. Au fond, nul ne peut savoir qui de l'un ou de l'autre a raison. On ne le pourra que lorsque l'on connaîtra la vérité. Et ce qui fait un génie d'un individu est, en principe, la même chose que ce qui en fait un fou. Ce n'est que lorsque l'on connaît la vérité que l'on peut savoir qui des deux était le génie du fou. On aurait donc tort de croire que ce pari est entièrement irrationnel. Sans lui, il ne peut y avoir de progrès dans la connaissance. Et dans ce vaste désert qu'est l'existence, la seule boussole que peut avoir un sujet pour conduire sa raison est celle de sa foi, de ce pari qu'il fait dans ce qu'il croit. En un mot, et en conclusion de tout ceci, l'idée inadéquate implique la nécessité de la foi pour conduire la raison jusqu'à la vérité. Fin de la section 7. Fin de la partie 1. J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme à lunettes. Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette, au point de n'en faire qu'à sa tête, quand ça peut vous coûter les yeux. Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés. Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confetti, pour vous embrasser sous une pluie De confetti, Oui, allons-y. je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue, et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils sont ce que l'on confond le mieux avec les cieux. C'est merveilleux, les arbres bleus.